Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi David Brites qui animerai ce 4e épisode de l'allumeur de Réverbère. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet capital qui, jusqu'à la crise du Covid-19, était largement sous-traité dans les médias, la situation de nos urgences hospitalières. Après les EHPAD qui accueillent les personnes âgées en 2017 avec la réforme de leur financement et les services psychiatriques en 2018 qui réclamaient plus de moyens, toujours dans le domaine du soin, ce sont les urgences qui, en 2019, ont tiré la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail et ont engagé un mouvement de protestation. Ce mouvement est né le 18 mars 2019 à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement de Paris, après une énième agression de l'un des membres du personnel soignant quelques semaines auparavant. Le 13 avril 2019, la grève générale était déclarée par le personnel de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP. À l'automne 2019, c'était près de 300 services d'urgence hospitaliers qui étaient en grève dans toute la France. Bien sûr, le service hospitalier n'en a pas moins été assuré tant bien que mal dans un souci de continuité de service aux patients. Pour décrypter les motifs de ce mouvement social sans précédent, à la lumière également de la crise du Covid-19 et de l'actualité récente liée à l'organisation d'une grande consultation sociale baptisée Ségur de la Santé, du nom de la rue où se trouve le ministère de la Santé, nous avons rencontré une infirmière et un infirmier pour nous éclairer. Je vous laisse avec Hugo Huon, qui a récemment publié Urgence Hôpital en danger et qui a cofondé le collectif Interurgence dont il est un membre actif, un collectif issu de la volonté de paramédicaux de défendre l'amélioration des conditions de travail et d'accueil au sein des structures d'urgence, et avec Nathalie Lemaître, qui est infirmière depuis 10 ans au centre hospitalier de Saint-Malo, en Bretagne, en espérant qu'ils vous donneront les clés pour comprendre la crise de l'hôpital et les revendications du personnel soignant. Très bonne écoute. Le collectif Interurgence, c'est un collectif de paramédicaux exerçant aux urgences. Donc, on ne dit pas des urgentistes, parce que les urgentistes, dans le sens soignant, c'est des médecins. Donc là, c'est les paramédicaux, infirmières, aides-soignantes, pour la majorité, qui se sont mis ensemble en mars 2019, vers le 18 mars 2019. À la base, c'était 5 services d'urgence qui ont fait un pacte et ont décidé de faire la grève ensemble. Et très rapidement, en fait, on a monté des groupes au sein de l'Interurgence, des groupes de coordination, des gens qui appelaient les services les uns après les autres pour essayer de les convaincre de se mettre en grève aussi, puis échanger autour des conditions de travail. Un groupe orienté sur la communication avec un usage important des réseaux sociaux, mais on y reviendra probablement plus tard, et un groupe centré sur le fond, donc plutôt l'argumentaire, les textes de loi, mais aussi la rédaction de communiqués de presse et de comptes rendus. C'est un collectif qui a fait mouche assez rapidement, puisque de 5 on est passé la semaine d'après à 25, puis le mois d'après on était 60. On s'est fédéré en association le 25 mai 2019 avec une première assemblée générale nationale qui avait une 30aine de villes arrivées, et au plus fort de la crise, on a été jusqu'à 300 services d'urgence en grève sur le territoire et portant les mêmes revendications. Ça, c'est vers l'automne 2019 ? Ouais, septembre-octobre 2019, ouais. Donc c'est vraiment un collectif qui est né dans le contexte de la crise. C'est un collectif qui est né dans le contexte de la crise, sachant que la crise hospitalière ne date pas d'hier. En fait, ça fait une vingtaine d'années que c'est difficile et une dizaine que les agents le disent de plus en plus. Ce qui est nouveau, c'est la coordination des acteurs. C'est le fait de les mettre ensemble autour des mêmes revendications sur tout le territoire. Ça ne s'était jamais vu avant, ni du côté médical, ni côté paramédical. Le problème des urgences, si tu veux, c'est que c'est vraiment le service qui est entre la ville et l'hôpital. Et donc c'est un service qui ne pourra pas s'améliorer si on n'améliore pas l'ensemble du système de santé. Donc ça, c'est un phénomène qui est vraiment central. Sur la question hospitalière, ça fait 20 ans que l'État réduit les budgets hospitaliers pour réduire la dépense publique. Et ça, il le fait de 3 façons différentes. C'est-à-dire qu'il limite l'investissement. C'est ce qui fait la dette hospitalière à l'heure actuelle, le fait que les hôpitaux ont dû recourir à des emprunts toxiques et donc du coup ont des déficits année après année. Il modère les salaires, ce qui fait que les agents de la fonction publique hospitalière ont perdu 0,8% de pouvoir d'achat en 6 ans, ces dernières années. Et il augmente la productivité
l'activité en réduisant les effectifs. Donc on a vraiment des soignants qui travaillent plus pour gagner moins dans des locaux délabrés. Et ces conditions de travail-là, qui sont extrêmement délétères, engendrent de la souffrance au travail et engendrent du coup un turnover qui est important. C'est-à-dire que les soignants s'en vont. Alors on pourrait se dire sur les tableurs Excel qu'un soignant égale un soignant, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si vous avez toute une équipe qui s'en va au bout de 3 ans, puisqu'on est à peu près là-dessus, en tout cas sur la région parisienne, on a un turnover de 30%, c'est-à-dire que tous les 3 ans, l'équipe change. Alors ça induit quoi? Ça induit des réelles pertes d'expertise dans l'équipe. Si tous les 3 ans, vous avez des gens qui changent, vous n'avez pas d'anciens pour porter un savoir, et donc plus ça va, plus les pratiques sont dégradées, alors même que plus ça va, plus il y a un nombre de patients qui est important. Donc vous avez ces urgences-là qui sont mises au carrefour un peu de tous les systèmes, la ville, l'hôpital, mais aussi les problématiques médicales et sociales. On reçoit énormément de personnes qui sont éclatées, désocialisées, alors que ce soit la partie visible et invisible, mais les sans domicile fixe, que ce soit les migrants, les personnes âgées, les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Et les éléments de langage qu'on porte depuis le début, ils sont ceux-là, c'est-à-dire que les personnes âgées attendent trop longtemps sur des brancards, alors même que c'est délétère pour leur santé. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques se retrouvent attachées dans les urgences, alors qu'elles n'en ont pas besoin, mais c'est juste qu'on n'est pas assez nombreux pour les surveiller. Et les personnes les personnes souffrant de grande précarité se voient avec des refus de soins. C'est-à-dire qu'on va par exemple leur prescrire des antibiotiques en sachant pertinemment qu'ils ne vont jamais aller à la pharmacie pour les prendre, mais en fait on s'en fiche. L'important c'est qu'ils s'en aillent. On fait le diagnostic et les gens s'en vont. Et donc vous avez des personnes comme ça qui reviennent de plus en plus parce que les prises en charge sont délétères. Et donc l'essence même du collectif Interurgence, c'est de dire il faut revaloriser les conditions de travail pour revaloriser les conditions d'accueil des patients et retrouver de la dignité dans les soins, ce qui n'existe plus à l'heure actuelle. Donc ça c'était à l'essence au mois de mars 2019, mais en fait déjà avant il y avait des services comme Valence dans le sud de la France qui avaient été mis en grève et qui avaient été assez médiatisés, et aussi comme Saint-Malo. Alors Nathalie, toi ça fait 10 ans que tu travailles à Saint-Malo. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce que dit Hugo à propos de l'origine du mouvement de grogne dans les urgences? Oui, alors moi j'ai vu l'évolution déjà sur 10 ans, sachant que par exemple nous on a un service qui a été qui date de l'année 2000 en fait, qui a été refait dans les années 2000, les urgences, et en l'espace de 20 ans on a doublé l'activité. Et donc le service était fait pour accueillir environ 20 000 passages par an, et on est à 40-45 000 aujourd'hui. Et ça, les motifs qu'a évoqué Hugo, c'est comme ça que toi tu l'expliques, ce doublement de l'activité, ou comment? Alors en fait le doublement de l'activité, c'est parce que il y a je pense aussi au niveau de l'accès aux soins qui devient plus compliqué. Les gens vont plus facilement se tourner vers les urgences parce que ce soit le soir ou le week-end, c'est difficile de trouver un médecin traitant, ou même les délais avant de voir un médecin traitant sont forcément rallongés. Après, il y a eu énormément de fermetures de lits dans les hôpitaux. Nous, sur Saint-Malo, je crois qu'en 5 ans, c'était environ 150 lits qui ont été fermés pour faire aussi principalement de l'ambulatoire. Après, nous, à Saint-Malo, faut dire aussi que la population a une moyenne d'âge qui est quand même relativement âgée. Donc, c'est des gens qui forcément nécessitent des hospitalisations. Tout ça a favorisé, en fait, aussi, je pense, l'augmentation des passages. Hugo, il mentionnait le turnover tout à l'heure. Toi, tu observes ça aussi? Non, justement, on avait discuté. Nous, c'est un peu différent parce que il y a des personnes qui sont là depuis vraiment très longtemps dans le service. D'accord. Il y a un turnover moins important au niveau des soignants. Par exemple, dans la région Bretagne, il y a beaucoup moins de postes vacants au niveau soignant. Enfin, c'est une région qui attire, donc on est en général, quand on prend un poste dans un hôpital comme à Saint-Malo, c'est vrai que souvent on reste. Après, on a aussi un mode de vie qui est un peu différent, on va vite s'installer. Peut-être juste pour rappeler quelques chiffres. Au 1er janvier 2017, on estimait qu'il manquait un quart de praticiens hospitaliers en termes de postes à temps plein et 45% de postes d'urgentistes à temps partiel. Au contraire, la tendance elle a été plutôt à la casse ces dernières années. Entre 95 et 2019, on a pas moins de 95 services d'urgence qui ont fermé, 2 tiers des maternités. Ça, c'est pour des chiffres un peu macro, mais en fait, pour comprendre ce que ça veut dire concrètement, une augmentation de l'activité et moins de moyens, dans le travail au jour le jour, ça veut dire quoi en fait? Alors, je pense qu'au niveau des médecins urgentistes, c'est très compliqué. Nous, en fait, on a commencé la grève en janvier 2019 parce qu'en fait, on a eu un départ massif de médecins. Donc, suite à plus de problèmes internes aussi, mais on a eu entre 10 à 15 médecins qui sont partis dans les mois qu'on... Il y avait une raison particulière? En fait, ça a été un problème principalement interne à la base entre différents médecins, et donc il y a eu une fuite médicale. Donc nous, ça a été compliqué au niveau du service, puisque les médecins cumulaient les gardes, etc. Et donc ça aussi,
aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué au niveau des urgences, c'est de trouver des médecins. Parce que je crois que, déjà, sur la région Bretagne, je crois que c'est 400 postes urgentistes qui peuvent être à pourvoir. Donc en 10 ans, j'ai vu, parce que le temps de présence aux urgences s'est rallongé de façon très conséquente. Okay. À ce moment-là, en fait, nous, quand on a eu ce mouvement de grève aussi, c'est parce que les gens restaient plus de 24 heures, voire le plus, ça a dû être 32 heures aux urgences sur des brancards. Chose qui n'arrivait pas avant. Nous, en tout cas, nous, on connaissait pas ça. Ça, c'est à partir de quelle année à peu près que tu as vu Ça, c'était en fin 2018. D'accord. Ah, donc c'est assez récent. Alors, on en avait régulièrement, surtout sur la période hivernale, parce que c'est là où c'est compliqué, parce qu'on avait beaucoup d'hospitalisations, des hospitalisations longues, avec en plus les fermetures de lits, parce qu'ils favorisaient l'ambulatoire. Donc, du coup, on avait des gens qui stagnaient déjà de plus en plus, parce que les médecins ont énormément de difficultés à trouver des lits pour les patients. Et donc, suite à ça, en fait, d'année en année, on voyait les choses aussi s'accentuer, quoi. Et donc là, en 2018, ça a été vraiment, je pense, le ras-le-bol entre le départ de l'ensemble des médecins. Donc il y a eu une crise vraiment générale, nous, dans notre service, qui a fait que là, on a décidé de faire grève, parce qu'en plus, en 10 ans, avec nous, l'activité qui avait doublé, on était à effectif constant, sachant qu'on a on en a des dépassements de tâches et on nous rajoute des tâches aussi. Moi, j'avais vu que le mouvement, en fait, le déclic du mouvement qui avait commencé en mars 2019, c'était une agression à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement. Est-ce que ça, par exemple, la hausse des agressions, c'est un phénomène que toi, tu as observé depuis 10 ans? Parce qu'apparemment, c'est un des phénomènes qui accompagne le manque de moyens, puis en fait, du coup, le temps de durée d'attente avant d'être pris en charge, etc. Toi, tu as observé ça? Si, ouais. Étant donné qu'on a plus d'activités, on a moins de moyens, on a moins le temps aussi d'expliquer aux gens et aux patients et même aux familles, en fait, on accorde beaucoup moins de temps. Ça favorise l'agressivité dans le sens où les gens ont l'impression d'être oubliés, de pas être informés, d'attendre des heures et qu'on s'occupe pas d'eux. Et donc tout ça en fait favorise aussi cette montée de violence et d'agressivité envers les soignants, quoi. En Ile-de-France, est-ce que toi tu observes le même type de phénomène ou... Oui, la violence. Effectivement, ça a commencé le 18 mars avec l'agression à Saint-Antoine, mais qui datait déjà du mois de janvier de mémoire. Et si tu veux, le problème de cette agression, ça n'a pas tant été l'agression, mais ça a été la gestion par la direction des conséquences de cette agression. C'est-à-dire que les collègues ont dû aller eux-mêmes au commissariat sans accompagnement. Et normalement, la protection, elle est fonctionnelle, c'est un droit du travail. C'est même un devoir de l'employeur d'accompagner les agents dans le cadre d'un dépôt de plainte. Et là, non seulement ils n'ont pas été accompagnés, mais en plus, on disait aux collègues que comme il n'y avait pas de matériel qui était cassé, l'hôpital ne pouvait pas se porter lui aussi caution pour l'agression. En gros, qu'il aurait fallu d'abord taper un thermomètre avant de taper la collègue. Ça aurait été mieux, quoi. Si tu veux, la violence, elle existe, elle a toujours existé aux urgences, c'est inhérent à la situation. La violence réelle, donc c'est les agressions, mais ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a une violence symbolique qui est bien plus pesante. Et la violence symbolique, c'est quoi? C'est l'impossibilité pour les soignants de faire correctement leur travail. C'est la qualité empêchée. Et ça se passe de plein de façons différentes. Quand on parle de la réduction des lits, il faut savoir que ça se décide pas là, par exemple en septembre, on va vous supprimer 10 lits. Non, en fait, c'est l'été, on ferme des lits pour que les agents partent en vacances et on les rouvre jamais. Là, pendant le Covid, il y a eu des unités à Paris de diabétologie, par exemple, où on a fermé des lits pour faire des structures Covid. Le Covid s'arrête, on ne rouvre pas les structures de diabétologie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire manquer de lits? Ça veut dire que quand la nuit, t'as 3 patients hospitalisés mais t'as qu'une place, il faut que tu décides lesquels tu vas remettre dehors. Ça, c'était déjà le cas avant le Covid, ça arrivait. Ah bien sûr, mais ça arrivait tout le temps. Et si tu veux, c'est ces choix éthiques-là qui font que les agents finissent par péter des câbles et s'en vont, parce qu'ils sont pas accompagnés là-dedans. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que t'as 3 vieux, pourquoi est-ce que tu prends l'un et les 2 autres tu les laisses et tu les remets à la rue? Ça, c'est hyper compliqué à gérer, c'est le cas particulièrement avec les plus vulnérables, donc encore une fois les personnes âgées, les plus grands précaires. Autre fait du gouvernement, c'est quand même dire, c'est intéressant au niveau de la politique, c'est sur le nombre de médecins, c'était l'invention du numerus clausus dans les années 80. On a limité le nombre de médecins parce qu'on s'est dit que si on limitait l'offre, il y aurait moins de demandes. En gros, moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de malades, puisqu'ils ne pourraient pas se faire déclarer malades par les médecins. C'est quand même une vision des choses qui est particulièrement abscon et débile en fait quand on y pense à l'heure actuelle. Et ça a des incidences. Alors le nombre de médecins sur le territoire, selon les chiffres, on va te dire parfois qu'il y en a assez. En fait, ils sont inégalement repartis.
Et comme médecin, c'est une profession comme avocat, où ça a toujours été compliqué pour l'État de mettre son nez là-dedans, il n'y a pas d'obligation d'installation sur le territoire. Donc ça fait qu'il y a des structures qui sont vraiment sous-dotées, notamment en médecine de ville. Et donc le grand débat qu'on a aux urgences à l'heure actuelle, qui concerne les soignants, c'est d'un côté, qui rejoint la vision hospitalière qu'on a toujours eue à partir du moment où l'État a repris l'hôpital. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un hôpital qui essaie de se concentrer sur son cœur de métier, le soin, et de l'autre côté, tu as tous les ancêtres de l'hospitalité, les hospices, l'accueil en fait, l'accueil inconditionnel aux personnes. Et donc dans ce dilemme-là, l'hôpital n'a jamais réussi à trouver une réponse. Les technocrates et le gouvernement vont plutôt dans quelque chose qui est très cœur de métier, par le biais de cotations qui sont particulières, les durées moyennes de séjour. On pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a énormément de choses à raconter là-dedans qui engendrent de mauvaises qualités de soins. Mais si tu veux, là à l'heure actuelle, la question des urgences, c'était de dire il y a trop de monde qui vient, il faut qu'on trie les patients, il faut qu'on arrête de faire des choses qui relèvent de la ville. Et notre propos, il est plus humaniste, il est de dire accueil inconditionnel, mais en plus, il est de dire que politiquement à l'heure actuelle, c'est juste impossible, parce que la médecine de ville n'est pas assez calée. Et juste un exemple encore au niveau micro de ce que ça donne et de la débilité des choses, à la PHP, les technocrates ont dit le temps d'attente moyen pour avoir un score de qualité suffisant, c'est 1h37. C'est-à-dire que les patients, une fois qu'ils s'inscrivent à l'accueil, en 1h37, on doit savoir ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils sortent ou est-ce qu'ils sont hospitalisés ? C'est précis. Alors déjà, le chiffre en lui-même, tu te dis, mais comment est-ce que c'est quand tu sens la moyenne foireuse de quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'application de ces politiques-là, dites de qualité. À la PHP, tu as un service qui s'appelle Bichat, qui est Paris Nord, qui est dans le même bassin que Lariboisière, là où j'ai travaillé. Donc il y a un bassin qui est extrêmement précaire. Porte de Saint-Ouen, Porte de Clignancourt, on a grosso modo une population qui est la même. Dans ce service d'urgence-là, tu as un chef de service qui est un ancien militaire chilien qui est hyper formé au management et à l'utilisation d'indicateurs dits de qualité. Et donc lui, il dit 1h37, pas de problème, moi je l'ai fait. Comment il fait ? C'est très simple. Quand toi t'arrives aux urgences, par exemple pour une colique néphrétique, il va te prescrire un bilan à faire en ville, il va te prescrire des antalgiques à aller chercher à la pharmacie en ville, il va te prescrire une échographie à aller faire en ville. Nous, ce qu'on dit à Lariboisière, on est vraiment fondamentalement, philosophiquement sur une vision des soins qui est différente. On pense qu'on a un bassin de population qui n'est pas en capacité d'aller faire les examens en ville, alors soit parce qu'ils n'ont pas le capital social ou financier pour aller faire ces examens-là, soit parce qu'ils travaillent comme des chiens toute la semaine et que là c'est le moment où ils ont accès à un plateau technique et donc on va tout faire sur place, soit ils maîtrisent pas la langue, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et donc à travers la déclinaison d'un indicateur dit de qualité de 1h37, en fait on voit des philosophies de soins qui émergent et on voit des patients qui sont laissés pour compte. Et on peut trouver d'autres exemples sur Bichat, par exemple sur les retours à domicile de personnes âgées dans des logements qui sont insalubres parce qu'on n'a pas pris 2 jours pour s'assurer avec l'assistante sociale que c'était pas envahi de punaises de lit, de cafards, de machin, de bidule, et donc des gens qui se dégradent et qui reviennent aux urgences et on se renvoie la balle comme ça les uns aux autres. Donc derrière des indicateurs, derrière des chiffres, derrière des tableaux Excel, il y a des réalités qui sont hyper pernicieuses mais qui sont toujours intéressantes à développer. Je vais rebondir sur un peu la recherche de rentabilité que tu avais évoquée tout à l'heure. Le début de la crise du Covid, ça a été l'occasion dans les médias mainstream de réhabiliter un peu Roselyne Bachelot avec l'épisode de l'achat de vaccins. Sauf que Roselyne Bachelot, c'est aussi quelqu'un qui a été ministre de la Santé et qui a fait passer, c'était en 2009, la loi HPST, qui incluait la réforme de la tarification à l'activité. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr. Alors, Roselyne Bachelot, c'était une pharmacienne et c'était quelqu'un qui était réputé pour aimer les sports de chambre et l'opéra, mais qui était très mauvaise ministre de la Santé. Ça, c'est ce qui se dit sur la personne que moi, j'ai pas connue. Et donc, il y a eu cette grosse réforme santé, HPST, qui en gros a eu deux incidences. La première, c'est la réforme du financement dont on va parler, et c'était aussi casser le pouvoir des médecins. En gros, on a quitté le mandarinat, donc les grands médecins qui décidaient pour tout le monde sur le modèle paternaliste, et dont il fallait faire quelque chose, évidemment. C'était pas un modèle qui était satisfaisant et qui avait beaucoup de conséquences néfastes. Mais du coup, elle a donné le pouvoir à des grands patrons, des directeurs d'hôpitaux. Et donc à une classe gestionnaire, technocrate, éloignée du soin. Et ça aussi, ça a des conséquences à l'heure actuelle qui sont importantes. La réforme du financement, pour l'expliquer simplement, en fait le business model de l'hôpital, il est de dire que à chaque fois que vous faites un soin, il a une valeur. Il a une valeur de plusieurs façons différentes qui peut être déterminée arbitrairement, c'est-à-dire que pour une pathologie donnée, vous regardez 30 malades sur le territoire qui sont opérés d'une appendicite. Vous dites, ok, une appendicite, en fait, en moyenne, c'est ce prix-là, donc on va vous donner tant d'argent pour ce truc-là. Si vous rentrez dans vos frais, c'est bien, si vous rentrez pas, bon bah tant pis. Et ça induit aussi, par exemple, des durées moyennes de séjour, et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que souvent, la durée moyenne de séjour, elle est basée sur une pathologie, la pathologie principale. Or, pour les populations qui nous intéressent, donc les plus précaires, enfin celles sur qui, à Lariboisière, on avait un faisceau, souvent, ce sont des populations qui sont polypathologiques. Et donc, quand vous décompensez une pathologie principale, en fait, vous décompensez
plusieurs pathologies. Sauf que du coup, ça majore votre temps d'hospitalisation, et ça, c'est pas pris en compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de fait, il y a des patients qui sont dits non rentables parce qu'on sait qu'ils vont rester plus de temps que cette durée moyenne de séjour et donc on ne va pas prendre. Et ça, mais c'est fait de manière aussi très pernicieuse et il y a une espèce de retenue des médecins urgentistes à ne pas les proposer dans les services parce qu'ils vont se faire refuser. Il y a même une retenue des personnes à l'accueil à ne pas voir ces patients-là parce qu'on sait que ça va être trop compliqué. Une fois qu'ils mettent le pied à l'hôpital, ils vont rester 4 mois à l'UHCD dans les services d'hospitalisation de courte durée, ce qui n'est pas leur place. En gros, t'as quelqu'un qui va arriver pour, comme tu disais, pour une appendicite. Ils vont dire, voilà, ça va rapporter tant, donc quelle opération, tout ça, et si ton patient va rester 1 jour ou 2, on va dire c'est 2 jours d'hospitalisation, on va encore gagner de l'argent. À partir du 3e jour, par exemple, le patient va plus rien rapporter. Et 4e jour, ça va commencer à coûter à l'hôpital. Donc en gros, même si ton patient il est pas forcément stable ou qu'il y a eu quelques petites complications, dans l'idéal, il faudrait qu'il sorte à J2. Je te donne un exemple, oui, je dis n'importe quoi. À J2 pour pouvoir être encore rentable. On sait que s'il reste encore 1 jour de plus, là, il va plus rien apporter. Donc cette journée-là, en fait, elle va pas compter. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font sortir les gens précocement de l'hôpital parce qu'ils se disent, là déjà, il faut libérer des lits parce qu'on manque de lits à l'hôpital. Donc l'objectif, c'est de libérer rapidement des lits et en plus parce que les gens, au bout d'un moment, ne rapportent pas d'argent. Sauf que c'est une stratégie qui est pas forcément très bonne puisque souvent on voit des gens qui vont sortir précocement mais qui se passe c'est que soit le jour même ou le lendemain c'est des gens qu'on va revenir aux urgences parce que le retour à domicile n'était pas possible mais concrètement qui décide de ça parce qu'il peut y avoir une contradiction entre la direction de l'hôpital qui veut économiser des sous et le médecin qui va décider si le patient en fait souvent je sais pas ce que t'en penses Hugo mais enfin il y a une pression de la direction qui est mise aux médecins par rapport à ça et donc en fait les médecins eux maintenant sont formatés là-dedans aussi. Ils pensent plus qu'à durée d'hospitalisation en fait. Et non parce qu'à titre personnel, il gagne rien en fait le médecin à faire sortir quelqu'un de plus tôt, non ? Par rapport à la valorisation de son service, je crois que ça joue. Enfin, moi, je connais pas trop. Dans l'hôpital public, non, il gagne rien. On explique, oui, tu peux capiter là-dessus et gagner de l'argent. Dans le public, non. Mais t'as quand même une pression qui est mise et ça joue aussi sur le nombre de postes, par exemple. Et quand toi, t'es médecin et que t'as tes paramédics qui sont là et qu'on te dit si tu ne nous fais pas un taux d'occupation de 100% et une rotation efficace, on va perdre du personnel et ton équipe va être en souffrance. Pour revenir encore sur la tarification à l'activité, ce qui est vraiment majeur dans la tarification à l'activité, c'est que ça a mis en concurrence les services. C'est-à-dire que si tu fermes des lits les uns après les autres pour la politique ambulatoire ou ce que tu veux, tu mets en concurrence les uns les autres et tu détruis des collectifs de travail, tu détruis des ambiances d'équipe. Et c'est ce qui a fortement participé à la défiance généralisée au sein de l'hôpital. Les soignants ne croient plus en l'administration, les soignants du service A pensent que le service B travaille mal, et tout ça nuit au travail et ça finit par nuire à la qualité des soins. Il faut savoir que une des difficultés du milieu, c'est que en fait la détresse des personnels, les syndicats le disent depuis une vingtaine d'années. Ils le disent au sein de directions de réunions avec les directeurs de cabinet du ministère, sans jamais réussir à l'objectiver, puisque encore une fois, l'ONDAM, quand les députés votent un budget, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire sur le travail. On vote plus 2% ou plus 2,1% d'augmentation de budget pour l'année prochaine, mais on ne sait pas combien ça fait de soignants en moins, on ne sait pas le nombre de patients, comment ils sont répartis sur le territoire, il y a un grand flou artistique. Donc l'appareil politique vote pour quelque chose dont ils n'ont aucune idée de ce que ça représente dans le milieu. Et donc il n'y a aucun indicateur dit de qualité, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que les indicateurs de qualité c'était des indicateurs quantitatifs et non qualitatifs, et il n'y a rien sur le vécu des soignants. Et donc vous avez des syndicats comme ça qui vont en réunion de négociation, mais qui n'ont aucune preuve à apporter sur la perte d'expertise du métier et sur la souffrance au travail. Et de la même façon, ça fait 20 ans qu'ils sont dans les réunions, dans les conférences de presse avec des médias, qu'ils ont un discours collapsologique, qui disent l'hôpital ça va s'effondrer, c'est pour bientôt, etc. Ça fait 20 ans qu'ils disent la même chose. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la crise de Covid pour illustrer les problématiques qu'on racontait sur le manque de lits, alors même que ça faisait 1 an qu'on le disait? Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Pour que la population comprenne qu'effectivement c'est bien d'avoir des lits. Enfin, ça c'est compliqué, et peut-être que ça vient de la sphère de la mort, tout ça, l'hôpital. Tous les gens bien portants, ils se disent l'hôpital, de toute façon, je vais pas trop y penser pour l'instant, j'irai peut-être un jour, mais c'est une structure publique, c'est un truc qui ne pourra jamais couler, puisque ça a toujours été là, ça a été là avant moi, ça sera là après moi. Finalement, même si les gens se plaignent, ça ira bien jusqu'à ce que j'y sois, quoi.
Alors j'avais vu qu'encore entre 2014 et 2018, les hôpitaux avaient vu 3500 postes supprimés, et j'ai même vu le chiffre de 4200 lits supprimés dans les hôpitaux français rien qu'en 2018, c'est-à-dire après l'élection d'Emmanuel Macron. Et le 15 avril 2018, il était interrogé par des journalistes. Emmanuel Macron avait déclaré « Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat ». Déjà, cette affirmation du chef de l'État, est-ce qu'elle est juste ? Est-ce que sous son quinquennat, on a vu une réduction ou pas de moyens et d'effectifs ? Alors non, c'est faux, et c'est faux pour plein de raisons. Notamment tout à l'heure, je te parlais de l'Ondam, qui a un pourcentage qui est la somme qu'on attribue notamment à l'hôpital tous les ans, plus 2, plus 3, plus 4%. Bon, c'est plutôt plus 2. La Cour des comptes estime que les dépenses augmentent mécaniquement de 4% par an. Ça veut dire que si tu as un Ondam qui est revalorisé à plus 2%, alors même que les dépenses naturelles augmentent de 4%, en gros, tu as 2 milliards d'économies à faire dans l'année. Si tu regardes comme ça, tu dis oui, on augmente de 2% de budget. En fait, si tu compares par rapport à l'évolution naturelle des dépenses, là tu comprends que c'est pas on augmente de 2%, c'est qu'il y a un creux, on devrait augmenter de 4%, et donc on perd 2 milliards chaque année. Donc ça c'est une première raison. La deuxième, je repense à Agnès Buzyn qui a menti très souvent tout au long de cette crise, mais particulièrement quand elle dit il n'y a pas de fermeture de lit pour des raisons comptables. Et ça c'est un mensonge qui est éhonté en fait. Le gouvernement a une spécialité, c'est d'opposer la dichotomie entre moyens et organisation. C'est-à-dire qu'il pense que l'hôpital, c'est le tonneau des Danaïdes, et plus on va injecter de moyens, et plus on va devoir injecter de moyens pour la suite, et que c'est finalement qu'un problème de management. Et sur les lits, ils vont toujours t'apposer le fait de dire, oui, on a fermé des lits d'hospitalisation complètes, là où les gens dorment pour la nuit, mais à côté de ça, on a rouvert des lits d'hospitalisation ambulatoires, là où les gens viennent pour se faire opérer. Ce qu'on oppose à ça, c'est de dire, mais ce ne sont pas les mêmes patients. Il y a énormément de patients, dont les plus vulnérables, qui ne bénéficieront pas du dispositif ambulatoire parce que chez eux c'est pas adapté, parce qu'ils comprennent pas forcément bien ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Et donc finalement c'est ces plus vulnérables là qui se retrouvent lésés, et on se retrouve après avec des services. Si tu veux, quand tu es il y a 15 ans, quand tu as 3 services de chirurgie digestive dans le même hôpital et que tu passes à 1 et que tous les autres c'est l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'en fait c'est tous les patients les plus lourds qui restent à l'hôpital, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Et donc c'est-à-dire que tu as une augmentation de la productivité pour les infirmières qui restent, qui sont pas plus nombreuses pour le faire, mais avec des patients extrêmement lourds, qui fait que le travail est hyper dégradé. Donc non, le gouvernement évidemment fait des économies sur l'hôpital. C'est pas LREM, c'est pas Macron en fait, hein, ça fait 20 ans que c'est comme ça, donc l'UMP l'a fait, les socialistes l'ont fait, et d'ailleurs on remarque que le décrochage fait au niveau de l'OCDE se fait au moment du Parti socialiste, donc en fait c'est une continuité politique. Et après, les économistes vont apposer plein d'études sur oui, mais la part de dépenses de santé par rapport au niveau européen, c'est la même, etc. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la part de dépenses accordée à l'hôpital est quand même inférieure à la moyenne des pays européens. On va revenir sur le détail des réponses apportées par le gouvernement avant la crise du Covid. C'était alors que Agnès Buzyn était ministre de la Santé. Elle avait fait des annonces, alors je les résume très rapidement, mais en juin, il y avait le déblocage de 70 millions pour les urgences, dont la majeure partie, 55 millions, devait être versée sous forme de prime de risque, 100 ou 200 euros par personne. En septembre, un plan de 750 millions d'euros sur 3 ou 4 ans destiné à tout l'hôpital. Et en novembre, la reprise de 10 milliards de dettes des hôpitaux et 1,5 milliard sur 3 ans pour permettre aux services de souffler, dont 200 millions juste pour l'année 2020, il me semble, avec des primes à la clé pour le personnel soignant. Et le gouvernement devait faire voter une réforme du numerus clausus qui limitait le nombre d'admis en médecine chaque année. Donc avec à la clé une augmentation de 20% du nombre de médecins sur 20 ans. Est-ce que déjà vous pouvez revenir sur ces mesures-là, dans la mesure où la grève s'était pas interrompue en fait à la suite de ces annonces successives? Juste sur le numerus clausus, il y a eu un très bon papier du Monde qui a été fait. Alors c'était pas en lien avec la crise sociale, hein, ça avait déjà été une mesure annoncée par Emmanuel Macron quelques mois auparavant. Sauf qu'il supprime le numerus clausus, mais il n'augmente pas le budget des universités. Donc en fait, les universités garderont le même nombre d'étudiants, et ça s'est vu encore cette année, sur les bancs de la fac. Donc en fait, ça ne change absolument rien. Et Le Monde avait fait un papier là-dessus pour dire, mais c'est un effet d'annonce. Supprimer le numerus clausus sans revaloriser l'université, ça n'augmentera pas d'un pet le nombre de médecins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je rebondis encore sur les effets d'annonce. Quand tu parles des 200 millions de bouffées d'oxygène, en fait, c'est de l'argent qui est bloqué. Il y a une espèce de réserve prudentielle tous les ans. On
prive l'hôpital d'une somme d'argent, et à la fin de l'année, s'ils n'ont pas consommé, on le garde. Et là, comme c'était en crise, plutôt que de le garder, ils l'ont redistribué. Mais c'est pas de l'argent en plus, c'est de l'argent qui appartenait déjà aux hôpitaux à ce moment-là. Donc c'est pas un cadeau qui est fait, c'est normal de redonner cet argent-là. Mais dans les propos du gouvernement, c'était perçu comme un cadeau. Encore un autre élément chiffré qui est intéressant, les 70 millions de Agnès Buzyn, donc il y avait effectivement 55 millions sur une prime qui a été versée pour les professionnels, ça c'est la seule chose qui est. Le reste des 15 millions, l'effet d'annonce était de dire il n'y aura aucune fermeture de lit cet été aux urgences. Dans les faits, les ARS ont déclaré que seulement 10% des établissements avaient pu réussir à maintenir leur nombre de lits malgré l'enveloppe de 15 millions d'euros. Donc entre aucune fermeture de lit et 10%, ce sera laissé à l'appréciation de l'auditeur. Donc ça c'est intéressant de le voir, et c'est intéressant de ces combats-là qui sont un peu longs et qui permettent de décortiquer les éléments de langage, avec encore une fois un collectif qui n'a aucune compétence en communication et qui se bat contre un monstre de communication. Le gouvernement est outillé, a fait des formations, et est habitué à tout ça, aux éléments de langage, mais aussi aux interventions médiatiques. Et donc c'était très compliqué pour nous à chaque fois d'essayer de ramer, de courir après chaque effet d'annonce qui était donné pour essayer de dire aux gens non mais attendez, ils vous disent ça, mais en fait c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Les 700 millions de septembre, c'est pas pour tout l'hôpital, c'est pour les urgences. Et c'est pour les urgences, et c'est important pourquoi ? Parce que c'est ce qui a permis à l'hôpital de rentrer en grève. Si tu donnes 700 millions à budget fermé, ça veut dire que tu le prends sur d'autres services qui sont déjà exsangues. Donc comme ils ont eu de l'argent en moins, ils se sont dit oh là, ça va aller bien 2 minutes. Il faut aussi, nous aussi on rentre dans le truc parce que sinon ça va pas le faire. Le problème du plan urgence, du pacte de refondation des urgences, c'est que tu as une grève qui est paramédicale, une grève qui est animée et qui a refusé les médecins d'entrée de jeu, qui est animée par des infirmières et aides-soignantes. Agnès Buzyn, qui est une médecin, pense que la solution viendra des médecins, alors que les médecins sont bien souvent en réalité une grosse partie du problème. Et donc elle fait le choix de discuter avec un syndicat de médecins urgentistes qui n'est pas mobilisé, qui n'est pas en grève, qui est François Braun et SAMU Urgences de France, qui ont l'habitude de traîner au ministère et de souffler leurs idées comme ça aux membres, parce que c'est des gens convenables en fait, c'est des gens avec qui on peut discuter. C'est pas des gens qui vont aller s'injecter de l'insuline dans la rue devant le gouvernement. Et donc tu as une grève de paramédicaux et tu as une médecin qui écoute des médecins. Il y a quand même un rapport de lutte de classe qui est assez hyper violent. Suite à ça, ils font un petit tour des urgences. Thomas Mesnier, qui est député au niveau de Poitiers de mémoire, non de Angoulême, excuse-moi. Thomas Mesnier et Pierre Carly, qui est SNUH, et qui vont faire leur tour de France pour voir un peu comment ça se passe dans les services d'urgence. Sauf que Pierre Carly, il est par ailleurs aussi au conseil d'administration de SAMU Urgences de France. Ils sont tous les deux ensemble. Donc en fait, il y a déjà une espèce de conflit d'intérêts qui est majeur. Moi, quand j'ai rencontré François Braun, c'était au mois d'avril 2019. Il m'a dit exactement ce qu'allait être le plan du mois de septembre 2019. Il savait exactement ce qui allait se passer. Parce qu'il avait déjà les idées, il les avait déjà soufflées à Agnès Buzyn. Il y a eu le Tour de France, on a rencontré les agents, on a vu sur le territoire comment ça se passait. Ça n'a rien changé, ils ont proposé les mesures dont ils avaient envie depuis le début. Et ça montre le déni du dialogue social et le déni de la négociation. Il n'y a jamais eu une négociation. Et les deux fois où on a rencontré Agnès Buzyn, comment est-ce qu'elle a fait dans la forme ? Elle a mis tellement d'acteurs autour de la table que finalement la discussion n'est pas possible. Pour revenir sur le pacte de refondation des urgences, quand je te disais la vision techniciste versus la vision sociale, François Braun, SAMU Urgences de France, c'est un ancien, réanimateur, cardiologue. Et donc c'est quelqu'un qui a passé sa vie à développer la médecine d'urgence. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours été 5e roue du carrosse. Parce que l'hôpital public, les urgences, c'est les emmerdeurs. C'est les gens qui vont faire hospitaliser des patients alors qu'on n'en a pas envie, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de revaloriser la médecine d'urgence et qui veut que ce soit pour les malades qui sont graves et beaux, qui sont vraiment les urgences vitales. Et tous les autres, on les met de côté. Et c'est ça, en fait, le pacte de refondation des urgences. C'est un plan de régulation. C'est-à-dire que c'est un plan où on va essayer de faire en sorte que les patients n'aillent pas aux urgences. Mais c'est pas un plan d'amélioration des services d'urgence. La difficulté que nous, on a aux urgences, et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, c'est que, encore une fois, on ne peut pas s'améliorer si on n'améliore pas tout le reste. Et dans les mesures qu'on avait proposées dans le pacte de refondation, on a dit il faut que vous travailliez sur le social, c'est essentiel. Si vous travaillez pas sur la sphère sociale, vous n'arriverez pas à revaloriser l'activité aux urgences. Et ils l'ont balayé d'un revers de la main, alors que c'est le même ministère. Pour continuer un petit peu sur les mesures annoncées par Buzyn, j'en liste juste quelques autres pour vous faire rebondir dessus. Apparemment, la carte hospitalière, elle devait être revue, la télémédecine, elle devait être développée, des médecins étrangers devaient être régularisés, et était prévue l'incitation au regroupement de médecins en communauté territoriale de santé, ainsi que l'extension du système des médecins adjoints et des assistants médicaux. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là ? Et puis une question même plus spécifique à Agnès Buzyn, parce qu'il a été dit qu'elle ne cherchait pas que à toucher à la réorganisation des hôpitaux, mais aussi aux problèmes en amont des urgences. Est-ce que à ce niveau-là, vous estimez qu'elle a été à la hauteur ou qu'il y avait quelque chose qui bougeait un peu ou... Ma santé 2022, donc le projet de loi qui a été porté par La République En Marche, il n'y a rien sur l'hôpital, et tout ce qui est sur la ville n'est pas chiffré. Et oui, les communautés professionnelles territoriales de santé, en gros, c'est un regroupement d'acteurs.
Ce qu'on dit nous, c'est que le temps que les acteurs se rencontrent, discutent, mettent en place des protocoles, finissent par travailler ensemble, se plantent, recommencent, 2022, c'est pas possible. Ce sera peut-être en 2030, mais là ce sera trop tard pour l'hôpital si tu n'as aucune mesure qui va le revaloriser en attendant. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les lois santé qui sont faites depuis 20 ans, c'est une accumulation d'éléments de langage. C'est-à-dire il faut mettre le patient au cœur du système, il faut parler de territoire, il faut parler de ville-hôpital. Ils ont tous les mêmes mots en fait dans leur plan. Au final, c'est souvent des coquilles vides. C'est pas chiffré, c'est mal fait. Voilà. Et c'était le cas de Ma Santé 2022, qui a été critiqué il y a peu de temps par Emmanuel Macron. Et il y a une rupture avec Édouard Philippe qui, au moment du Ségur, de l'ouverture du Ségur, dit non, Ma Santé 2022, c'est très bien. On va pas changer de cap, on va juste changer de rythme. Sauf que tout le monde sait que cette loi-là, c'est une loi qui est néfaste pour l'hôpital, mais pour la santé de manière générale. La dernière chose, si on reparle du plan Macron de novembre, alors il y a certes cette reprise de dette qui est bien. On peut se demander pourquoi ils n'ont pas repris l'intégralité de la dette hospitalière puisqu'ils empruntent à des taux négatifs plutôt que le tiers. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y a une espèce d'idée de méritocratie là-dedans. De dire oui, mais enfin bon, il y a quand même eu des mauvais élèves et si on reprend toute la dette, c'est pas possible. Surtout, ils ont fait des mesures qui étaient donc déjà dans les cartons depuis longtemps et qui sont très en faveur des médecins. Et pourquoi ? Parce que sur cette journée du 14 novembre de mobilisation, il y a eu en France 50% des médecins qui sont mis en grève et 25% des paramédicaux. Donc en fait, ils ont juste regardé, ils ont dit tiens, il y a plus de médecins mobilisés, bon, on va faire des mesures pour les médecins, puis ça va bien aller. On va passer à la crise du Covid-19. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise ? Est-ce que, en termes de moyens octroyés pendant le plus dur de la crise, vous avez jugé que le gouvernement répondait présent ? Alors, nous, ça a été un peu... sur Saint-Malo, nous, ça a été relativement calme, en fait. Hein. On a eu... Il n'y avait pas une organisation qui était très claire. Il y avait des réunions qui étaient faites tous les jours, et tous les jours, comment le fonctionnement devait changer et les mesures changeaient, que ce soit au niveau du matériel, parce qu'en fait, finalement, un jour, on nous disait, bon, vous mettez ça, etc. Et le lendemain, on dit, bon, non, finalement, vous avez plus besoin de vous couvrir de trop, en prétextant que finalement, c'était pas nécessaire, mais c'était juste parce qu'en fait, il y avait pas assez de matériel et qu'on allait en manquer. Donc, en fait, ils nous disaient que l'hygiène déclarait que finalement, un tablier suffisait, alors que c'était juste parce qu'on allait manquer de surblouse au bout d'un moment. C'est pas parce que l'information par rapport au virus changeait, c'est parce qu'il manquait de matériel. En fait, ils se rendaient compte que ce qui s'est passé, nous, ils se sont rendus compte qu'on allait vite manquer de matériel si on s'équipait correctement comme ils disaient au départ. Et là, ils se sont dit, bon, finalement, on va peut-être juste leur dire que bon, ça va suffire et puis il n'y a pas besoin de mettre plus, quoi. Et puis ça, en interne, vous vous en rendiez compte, quoi. Ouais, ça, nous, on s'en rendait compte. Mais bon, après, ils font passer ça sous couvert de médecins hygiénistes, voilà, etc. Donc, du coup, ils font passer les mesures et puis voilà. Est-ce que tu veux compléter avant qu'on... Ouais, j'ai plein de dossiers. Toi, tu étais à Saint-Malo ou en Ile-de-France? Je suis arrivé à Saint-Malo le 18 mars, donc j'ai commencé le 18 mars, donc 2 jours après l'annonce du confinement, avec une activité qui était effectivement réduite et un service qui a eu le temps de s'organiser par rapport à des services de la région Grand Est ou d'Île-de-France qui l'ont pris de plein fouet. C'est le hasard que tu sois arrivé à Saint-Malo à ce moment-là? Oui, c'est le hasard, ouais. Il faut savoir que cette crise du Covid, elle emmerde le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement social avant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de mouvement social, on aurait pu dire on ne savait pas. Ça fait 1 an et demi qu'on répète qu'on manque de lits, qu'on manque de soignants, qu'on manque de matériel. Il n'y a pas de réponse qui est apportée, par-dessus vient se greffer une crise. Ça, c'est quand même assez embêtant. Tous les protocoles, Nathalie parlait des hygiénistes, mais la médecine du travail et les équipes d'hygiène se sont compromises là-dedans. Ils ont dit aux salariés, vous pouvez aller travailler avec un manque de matériel criant, il n'y a pas de problème. La médecine du travail, au début, a prôné le fait de sortir les agents qui étaient vulnérables des services, c'est-à-dire les mettre de la distanciation physique, c'est-à-dire les mettre en arrêt. Au final, ils sont revenus sur leurs idées, avec aussi des conflits d'intérêts dont je vous passe les détails, et ils ont fini par se dire non, en fait on va catégoriser les services du plus dangereux au moins dangereux, A, B, C, D, et finalement les agents à risque on va les mettre dans les services avec le moins de virulence, les services D. Sauf que on sait que finalement c'est les services où il y a le moins de virulence, où il y a le plus de contamination, parce que les gens font moins attention, parce que les gens sont pas équipés, parce que plein de choses. Donc ça a été dangereux, ça a eu des impacts importants. La contamination du personnel soignant, on saura jamais combien de personnes qui ont été contaminées. Quand vous étiez aux urgences et que vous faites un test vous-même sans passer par les médecins du travail, même s'il est positif, vous n'êtes pas comptabilisé comme soignant contaminé, parce que vous n'êtes pas passé par le rail habituel et que les gens vous disent non c'est pas la peine, tu l'as fait tout seul, tu peux y aller.
Hier, je dînais avec un psychiatre. En psychiatrie, il y a ce qu'on appelle des cellules de confort. C'est-à-dire que les patients peuvent s'enfermer à clé quand ils sont éclatés et qu'ils ont besoin d'être contenus. Une nuit, pendant le Covid, l'administrateur de garde a fait changer les serrures. C'est-à-dire que on ne pouvait plus les fermer de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et ils ont fermé tous les patients sous réserve parce qu'ils ne respectaient pas la distanciation physique qui était nécessaire. Ils ont enfermé les gens sans leur consentement. Ça a duré 2 ou 3 semaines jusqu'à ce qu'ils puissent avoir une note de la direction pour dire il ne faut pas enfermer les gens. Ils refusaient de l'écrire, ils l'ont fait au moins dans 2 endroits à la PHP. C'est hyper grave. Et là, le psychiatre à qui je dînais a fait venir le juge des libertés pour qu'il constate ça. Ça a été délirant en fait ce qui s'est passé. Les EHPAD, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu des protocoles qui étaient faits pour dire déjà il n'y a plus de médicaments de midazolam, donc on va vous mettre du Rivotril. Et puis en fin de compte, s'il y a des symptômes, on ferme la porte et puis on attend 3 jours et on retrouve le cadavre après. On n'appelle pas un médecin. Ils n'étaient pas comptabilisés dans les morts d'ailleurs, ceux en EHPAD les premiers mois, les premières semaines. Au début non, et vous avez des EHPAD privés d'intérêt lucratif qui ont refusé de donner les chiffres au gouvernement parce qu'ils ne voulaient pas passer pour des mouroirs. C'était un effet réputationnel commercial. C'est quand même incroyable. Et je les suspecte de ne pas avoir déclaré des cas de Covid et de nous avoir mis en danger avec des patients qui arrivaient pour des choses graves, qui étaient Covid, mais comme ils ne l'ont pas dit, toute la chaîne de soins, ambulanciers, infirmières, aides-soignantes, médecins, se sont retrouvés contaminés comme ça. Et la réserve sanitaire qui a été vantée pendant toute la crise. J'ai une collègue qui a travaillé à Mulhouse à la réserve sanitaire. Ils étaient dans un hôtel, ils étaient 25 de la réserve. Sur les 25, il y en avait 18 de contaminés. Ils l'ont dit à leur hiérarchie, la hiérarchie n'a rien fait. Et au même moment, la réserve disait si vous êtes malade du Covid, vous ne serez pas payé. Donc les agents ont arrêté de dire qu'ils étaient malades du Covid et ont continué d'aller bosser c'est une pression terrible. En étant contaminants pour les patients. Et il s'est passé des choses qui étaient incroyables du début à la fin. Nous, on a porté plainte contre X, donc sous-entendu l'ensemble des responsables, alors à l'heure actuelle, mais aussi des 20 dernières années. Toutes ces personnes qui en fait ont signé des budgets qui étaient toujours portés vers le moins et en bout de course qui aboutissent à des décès. Et cette plainte-là, on espère qu'elle va donner, on espère que surtout que le juge d'instruction va instruire un dossier correct parce qu'il y a tellement d'auditions à faire dans tous les secteurs, sous couvert des articles qu'on peut entendre aujourd'hui, genre à l'hôpital a tenu, l'hôpital s'est réorganisé, il faut continuer comme ça. On va enterrer tout ce qui s'est passé, la contamination du personnel soignant, les tris des patients, cette absence de dignité qu'on n'a pas pu offrir à des gens qui étaient trop vieux, trop moches, trop faibles, et qu'on a laissé sur le bas-côté par un défaut de moyens qui était évident. Donc nous, on espère qu'à l'occasion de ce procès-là, il y aura des agents qui continueront de s'exprimer, parce qu'il y a des dossiers, il y en a 15 000. Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron au début de la crise ? Il dit qu'il y a des choses qui doivent être placées au-dessus des lois du marché, et que tous les premiers de corvée, toutes ces personnes formidables, tous ces travailleurs invisibles qui sont souvent des femmes, doivent gagner une meilleure considération. Donc il nous dit, en fait, le néolibéralisme arrive à sa limite, et il nous faut réinventer le système pour être plus juste envers les plus vulnérables et envers ceux qui donnent de leur énergie pour s'occuper des autres. Bon, maintenant que la crise est passée, on n'en voit toujours pas la couleur des réorganisations. Et sur le financement, et sur l'enveloppe, là, dans le cadre du Ségur, il y a l'industrie aéronautique a eu des enveloppes, tout le secteur industriel a eu des chiffres qui ont été posés sur la table, pour l'hôpital, c'est toujours pas le cas. Et tu as un discours comme ça que nous, on essaie de déconstruire, qui est celui de l'héroïsation des personnels, parce que c'est comme pour les attentats de Paris, quand moi j'ai bossé le soir des attentats, on a eu une prime après. Et cette prime-là, on n'en voulait pas en fait de ce truc-là. C'est parce que les gens t'applaudissent parce que tu fais ton boulot. Mais en fait, c'est tous les jours que c'est comme ça. Alors tous les jours, on n'a pas des blessés par balle, ok, mais tous les jours c'est difficile et c'est probablement même plus difficile au quotidien que ça ne l'est pendant les périodes dites exceptionnelles. Et donc là, c'est pareil. Ce discours d'héroïsation, il fait le déni des conditions de travail. Et on peut se dire que avec la crise des bullshit jobs, la quête de sens de personnes qui ont été confinées pendant 2 mois, finalement les soignants ont plutôt bien vécu. Il y a eu l'éloignement familial avec les enfants parfois, mais en tout cas c'était des personnes qui continuaient à travailler et qui en plus étaient encensées pour ça. On peut se dire qu'il y aura probablement beaucoup de reconversions et beaucoup de gens qui iront dans le milieu. Alors à l'inverse, il y aura beaucoup de soignants, je pense, qui vont arrêter parce que c'est la crise peut-être de trop. Surtout c'était le cirque de trop, le manque de matériel avec une porte-parole qui te dit au début non, il n'y a pas besoin de masque, et puis à la fin qui te dit bon, c'est 135 € si tu l'as pas. Tout a été absurde et la communication a été absurde, et plus c'est gros, plus ça passe, et plus on fait des erreurs, plus on est récompensé pour ça. C'est quand même incroyable. Et c'est cette question du sens qu'il faut travailler collectivement, parce que sinon il restera plus que le ressentiment à la fin. Le 16 février, vous changiez de ministre de tutelle, donc Agnès Buzyn a été remplacée par Olivier Véran. Là, Olivier Véran a initié, alors il me semble que c'était le 25 mai, une consultation. Il réunit les partenaires sociaux et les collectifs hospitaliers. Est-ce que le collectif Interurgence, il est dedans ? Oui. Ouais. Donc il y a le collectif Interbloc et Interhôpitaux aussi, je suppose. Sur le lancement du Ségur, oui, on était tous là. D'accord.
Alors j'ai vu qu'il y a des négociations autour de la réorganisation des temps de travail, une perspective de revalorisation de salaire, alors que précédemment les annonces de primes avaient suscité de la protestation parce que les gens veulent des hausses de salaire et pas juste des primes. Déjà globalement, qu'est-ce que vous pensez du cadre de négociation avec le gouvernement et de la tournure que prennent ces négociations sur le fond ? Tu parles de négociation, mais en fait, il n'y a pas à ce jour eu de négociation. C'est un cadre de concertation avec une personne, Nicole Notat, qui est mise comme animatrice, qui n'a pas de mandat pour négocier, qui n'a pas d'enveloppe pour négocier. Et c'est des discussions qui sont faites de manière bilatérale, donc elle voit les organisations une par une. Ça n'est pas rendu public, les discussions qu'il y a à ce moment-là. Et à la fin, telle la justice, elle doit trancher, doit mouiller, je pense, sur les revendications des uns des autres. Bon, et puis avec des organisations syndicales qui ont leur tort, et qui ont notamment le tort de ne pas se mettre d'accord avant d'aller dans ces discussions-là. Voilà. Ce Ségur, c'est quelque chose dont on a été exclu dès le début. Et nous, on va pas se battre pour en être, parce que on le voit avec d'autres collectifs ou d'autres corps de métier qui sont très rageux, en fait, de pas être autour de cette table, mais alors qu'il n'y a rien à manger. Enfin, il faut se le dire clairement, ça sert à rien de se battre pour ça. Quand Édouard Philippe dit encore une fois, on va pas changer de cap, on va juste changer de rythme, ce qu'il faut comprendre, c'est ça va toujours être la merde à la fin du Ségur. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que là, si le gouvernement bouge, c'est pas parce qu'ils sont humanistes, c'est parce que nous, infirmières, aides-soignantes, on les a pris au mollet il y a plus d'1 an et demi et on les a pas lâchés. Et on les a pas lâchés dans l'adversité, on les a pas lâchés malgré les annonces de plan. Par-dessus ça, t'as un mec qui monte sa bite, qui est sorti de la mairie de Paris, t'as Agnès Buzyn qui prend la mairie de Paris, qui s'effondre politiquement dans le monde, enfin, il s'est passé des choses extraordinaires. La crise de Covid, c'était extraordinaire. Il y aura jamais... crache derrière le gouvernement en disant « moi j'avais prévenu que ça allait être la merde ». Ouais, non, mais c'était... Le cirque, c'est fantastique, et c'est pour ça qu'ils ont bougé. Et il n'y aura jamais, à aucun autre moment, je pense, un concours de circonstances qui est aussi extraordinaire que celui-là. Extraordinaire dans le sens, c'est quand même fou, tout ce qui s'est passé, et qui vient illustrer ce qu'on a fait, et qui vient discréditer le gouvernement. Et pour autant, pour l'instant, rien. Ils vont pas, je pense pas qu'ils vont bouger. Je pense qu'ils se sont bien fait dessus pendant la crise. Ça a été. On verra au moment du procès, mais on ne peut pas attendre de l'appareil politique qui continue de prioriser la réduction des dépenses publiques à la santé des citoyens. Et là, officiellement, le service, par exemple, de Saint-Malo qui était en grève, officiellement, il est toujours en grève, parce que c'est un peu particulier la grève dans les urgences en fait. Ouais, alors officiellement, il est toujours en grève parce qu'on est affilié aussi au collectif, avec l'Inter-Urgence. Par contre, nous, le problème, c'est que dans les services d'urgence, on n'a pas de texte de loi qui dit qu'on a, en fonction de l'activité, on a un nombre de personnel qui doit être présent et aussi par rapport à la grève. Ouais. Nous, la grève, quand on a fait grève nous en janvier 2019, on a obtenu des postes. On a réussi à faire bouger un petit peu les choses parce qu'on a mis des actions en place. Ils ont cédé quelques postes, mais qu'ils ont été piochés dans les services. C'est juste, ça dépend d'autres services. Ils n'ont pas dépensé plus d'argent pour les urgences. Toujours est-il que si nous on est en grève vraiment, si tout le personnel se met en grève, on va perdre des postes en fait. Les postes qu'on a gagnés pendant la première grève, si là on se met officiellement tous en grève et qu'on a besoin d'être réquisitionnés pour venir travailler, on va perdre des postes. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied parce que les postes qu'on a obtenus n'ont pas été reconnus en nombre officiel. Post-grève, ça a été demandé, donc c'est l'effectif minimum qu'on doit être au jour d'aujourd'hui parce que c'est les postes qu'on a obtenus avec la grève. Donc on a obtenu un poste infirmier en plus l'après-midi, plus un poste aide-soignant la nuit et un brancardier. On parle de cacahuètes quand même. Ouais, c'est que dalle. Et des travaux. Alors si les travaux, ça a été... c'est des enveloppes qu'ils attribuent, ils sont contents, ils attribuent de l'argent pour des travaux parce que c'est de l'argent qu'ils vont donner de façon une fois, et puis voilà, que si ils nous donnaient de l'argent pour les postes de soignants, c'est de l'argent qu'ils sont obligés de réinjecter régulièrement puisque c'est ce qui coûte le plus cher, bien sûr. Alors que les travaux c'est ponctuel comme les travaux c'est ponctuel, donc voilà. Alors, en fait, pour vous concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement mette sur la table pour que pour que vous soyez satisfait? Quand on commence une négociation, une concertation, on commence par un geste de bonne volonté. Donc on commence par mettre quelque chose sur la table. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table à l'heure actuelle? C'est les revendications des personnels qui sont portées depuis 1 an et demi. Donc revaloriser les salaires, mais ça ils ne pourront pas ne pas le faire. C'est à s'engager fermement contre toutes les fermetures de lits. Et on voit encore, comme je te le disais, après la crise du Covid, que les services qui sont transformés Covid n'ont jamais rouvert. Donc une fermeture de lits qui continue.
Et puis, c'est créer des ratios d'effectifs dans les services qui soient à même d'être propices pour la qualité des soins. Ces 3 questions-là, salaire, effectif et lit, le gouvernement, mais c'est aussi notre faute, le gouvernement parle beaucoup des salaires. Jamais il ne parle d'effectifs et jamais il ne parle de lit. Moi, je pense que peu importe, par exemple, sur les questions de gouvernance et est-ce qu'on va mettre un médecin avec le directeur, etc. Pour plein de raisons, je pense que fondamentalement, ça changera rien. Ce qui est important, par contre, c'est de revoir les indicateurs de qualité et de prendre en compte l'expérientiel, notamment des paramédicaux et des patients. Après, encore une fois, je pense qu'on est face à un gouvernement qui, malgré des discours pendant la crise, qui partait sur une politique un peu de rupture, fondamentalement ne changera pas. Je pense pas que l'appareil politique dans son ensemble puisse s'améliorer, je pense pas qu'on puisse être avec des gens qui soient vertueux, et je pense pas que le changement viendra de l'appareil politique. Je pense que le changement il viendra des collègues en fait sur le terrain. C'est-à-dire le fait de se rencontrer, de parler ensemble, alors à travers la mobilisation c'est une chose, mais pas que. Mais si tu veux, la mobilisation c'est un média pour faire rencontrer des gens qui, on le redit, ont été mis en concurrence pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui là commencent à se reparler ensemble et à lutter ensemble et de trouver du sens ensemble au travail. Et ça c'est vachement bien pour eux, et si ça peut leur permettre de gagner déjà quelques mois, c'est important. Pour le reste, peut-être qu'il faudra voir au prochain programme présidentiel. En tout cas, tous les partis politiques ont compris que le sujet santé, qui au moment du grand débat des Gilets jaunes avait déjà été arrivé en première position alors même que ça n'avait pas été cité, c'est quelque chose qui est important et qui fait société, cette question-là, et qui est toujours dans le déni par ce gouvernement. Effectivement, la santé est perçue comme un coût, alors qu'on l'a vu avec cette crise, ça devrait être perçu comme un investissement. Enfin, si vous avez tous été enfermés pendant 2 mois, c'est bien parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'hôpital avant, quoi. Ça, il faut se le dire. C'est la crise sanitaire qui fait le confinement des personnes, parce qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation. Et ça a une conséquence économique qui sont désastreuses. S'ils avaient déjà investi dans la santé, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Le deuxième point, c'est qu'on parle de santé publique, on parle d'orientation du système de santé, donc c'est une question qui est éminemment politique. Et ça, l'appareil politique n'est pas prêt à avoir cette rupture-là. Emmanuel Macron, il y a 1 mois, un peu avant le Ségur, dit qu'il va recevoir les gens du CIH, mais que ça l'embête. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même politique que lui. C'est quand même dingue d'avoir un président qui vous dit « Non mais eux ne font pas la même politique que moi, donc finalement je vais pas les discuter. » quoi. Parce qu'en fait, soit on est avec moi, soit on discute pas. Ça c'est un truc LREM qui est assez fort. Et le troisième point, c'est qu'à la décharge du gouvernement, notre secteur est miné par le corporatisme. Nous, on le voit avec les infirmiers spécialisés, les infirmiers universitaires, les machins, les bidules, les syndicats, et tout le monde se tire dans les pattes. Et donc, de toute façon, c'est un capharnaüm et c'est très compliqué d'arriver à une réponse. Alors, même si tout le monde met le patient au centre et l'amélioration de la qualité des soins, il y a des enjeux d'ego qui sont importants. Il y a de vraies oppositions franches sur le fond et encore pas tant que ça, mais en tout cas sur la forme, sur savoir qui va signer quoi, etc. On est très, très, très opposés et ça fait le jeu du gouvernement, ça joue l'immobilisme puisqu'on ne pose pas les choses tous autour d'une table. Sur l'avenir du collectif Interurgence, moi j'aimerais conclure là-dessus, c'est important. Ce qu'on s'est dit cette semaine, c'est que probablement que nous, on allait s'associer prochainement à des collectifs un peu altermondialistes, qui sont dans l'action non violente, qui sont des professionnels du militantisme non violent. On avait beaucoup de choses à apprendre d'eux, et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce que on met 5 services d'urgence en grève. C'est pipi de chat. On met 300 services d'urgence en grève. Les 2 tiers des services d'urgence du territoire en grève. Ça, on sait rien. On met tout l'hôpital en grève. Ça fait pas bouger les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut un changement de système si on veut que l'appareil politique s'occupe des plus vulnérables comme il se doit. Et ce changement de système-là, il viendra probablement des nouvelles générations et des gens qui prônent une justice sociale et écologique et compagnie. C'est important qu'on y aille, au risque d'être marginalisé par le gouvernement et les médias en disant « Mais regardez, finalement, ces soignants-là, en fait, c'est des gauchos, quoi. Ils vont vers les altermondialistes. » Et ils quittent leur père, le milieu de la santé, les autres blouses blanches, l'intersyndicale, pour aller faire des actions non violentes, symboliques, etc. Sauf qu'on est déjà marginalisé du fait du Ségur, puisqu'on n'a pas été invité, donc on est déjà mis comme de farouches opposants politiques, des gens à qui on ne peut pas discuter. Et 2, il est important, et c'était un symbole fort de cette manifestation-là, il est important que les soignants voient que on n'est pas que dans le domaine de la santé et qu'on ne pourra pas résoudre, c'est la symbolique des urgences, on ne pourra pas résoudre les problématiques de santé si on ne s'attaque pas à la sphère sociale et si on ne s'attaque pas au système de manière générale. Si on n'est pas sur quelque chose de plus juste, ça ne marchera pas. Et jusqu'à présent, les soignants étaient très opposés à ça, et le processus de conscientisation, même au sein du collectif Interurgence, il s'est pas fait du jour au lendemain, et là ça fait 1 an et demi qu'on y est, et je pense qu'on est prêt à le faire, et donc on va s'écarter un peu de la réponse politique normée de manifestation, rendez-vous de négociation, frustration, et on repart. Et on va essayer de continuer à donner sens auprès des soignants pour dire, écoutez, le problème, il est pas dans votre service, il est pas dans votre hôpital, il est même pas sur la politique de santé, il est sur la politique en général. Un jour les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients.
Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV, chez nous sur les urgences. On arrive au terme de ce 4e épisode. On remercie Nathalie et Hugo pour le temps qu'ils nous ont consacré et on souhaite aux membres du collectif Interurgence, mais aussi à l'ensemble des personnels soignants et hospitaliers mobilisés, du courage pour la suite, dans leur travail au quotidien, mais aussi dans leur lutte pour la sauvegarde de services de qualité et pour des conditions dignes de travail. Vous trouverez sur le blog les liens permettant d'accéder au support d'information du collectif Interurgence. On espère que cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas et surtout si vous l'avez jugé éclairant sur les enjeux relatifs à l'hôpital public. On termine en musique avec un clip réalisé par le personnel soignant des urgences de Valence en 2019. Une manière originale qu'ont eu les grévistes de présenter leurs griefs et qui n'est pas une exception d'ailleurs puisque dans d'autres villes, les soignantes et les soignants ont réalisé des clips de musique pour manifester leur colère, par exemple à Toulouse avec la musique Basique ou à Saint-Malo avec une réadaptation de Tout le bonheur du monde. Je vous laisse donc avec la musique réalisée par le personnel de Valence. Il y a de la colère dans le cathéter. À bientôt et gardons nos lanternes allumées. Qui se tord de douleur, on veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûrs, on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, on nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûrs, on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité.